en soi, il n'y a pas d'évolution notoire. Après, on donne peut-être certaines inflexions à ce qu'on pouvait faire et je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on travaille beaucoup plus avec des poulkas à travailler très chargés pour pouvoir rester très longtemps, faire plus de stationnement, donc peut-être notamment je pense à la montagne hivernale, aller vers une dominante un peu moins technique dans les entraînements qu'on va faire, avec peut-être un peu moins de dénivelé, des pentes un peu moins raides, mais en revanche des hommes qui vont être plus chargés, qui vont être en totale autonomie, avec les tentes dans les poulkas et qui vont stationner, qui vont rester sur le terrain beaucoup plus dans la durée, en mesure de combattre. Voilà, c'est des petites inflexions qui sont données pour s'adapter, être au plus proche de la vérité. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le chef du bureau opération et instruction du 7e BCA, le bataillon de chasseurs alpins basé à Vars, près de Grenoble. Cet épisode a d'ailleurs été enregistré à l'occasion du SITM, le Salon international des troupes de montagne, événement dont Défense Zone était partenaire média officiel cette année. D'ailleurs, si la thématique du combat en montagne vous intéresse, nous vous conseillons la lecture du numéro 17 de notre magazine papier, encore disponible en kiosque si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, et sinon toujours en commande de notre librairie en ligne sur défense-zone.com. Et puis n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour soutenir notre travail. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis le lieutenant-colonel Marc-Antoine, je suis Saint-Cyrien de la promotion chef de bataillon Segretin et donc après quelques années à Saint-Cyr j'ai choisi l'infanterie et j'ai ensuite choisi de devenir chasseur alpin. Donc j'ai effectué toute la première partie de ma carrière au 27e BCA en tant que chef de section, officier adjoint puis commandant unité d'une compagnie de combat, de la première compagnie de l'IR du 27e BCA. Et ensuite j'ai servi pendant 3 ans au centre de planification et de conduite des opérations à Paris avant d'entamer une période habituelle dans la carrière d'un jeune officier supérieur, la période de scolarité à l'école de guerre terre et à l'école de guerre. Et ensuite, juste avant de rejoindre le 7e BCA, j'ai effectué 1 an à Centrale Supélec sur un master management de projet et ingénierie système. Voilà, ce qui m'a permis de m'intéresser au domaine capacitaire notamment. Et depuis l'été 2023, je suis le chef du bureau opération instruction du 7e bataillon de chasseurs alpins. Très bien. On n'a pas eu trop l'habitude de parler de ce poste-là de chef bureau opération. C'est quoi les caractéristiques de ce poste ? C'est quoi les missions au quotidien ? Très bonne question. Aujourd'hui, un bataillon, un régiment dans l'armée de terre est commandé par un colonel, chef de corps, qui a des commandants d'unité qui commandent les compagnies, mais il y a également des chefs de service qui vont permettre de mettre en œuvre ses directives, son intention et ses directives de commandement. Et donc dans le domaine de l'opération et de l'instruction, c'est le chef BOI, le chef du bureau opération instruction, qui est le garant de la mise en œuvre, de l'application de ces directives, de ces ordres. Donc au quotidien, c'est quoi ? C'est la première chose. Déjà, c'est s'assurer que la programmation de l'unité est cohérente pour répondre aux quotas opérationnels, puisque chaque mois, des différentes unités de l'armée de terre et du 7e BCA sont déployées, que ce soit sur le territoire national, en métropole, outre-mer ou à l'étranger, pour assurer des missions du contrat opérationnel de l'armée de terre. C'est aussi s'assurer de la bonne préparation opérationnelle de l'unité et donc d'aller contrôler l'entraînement des compagnies, de mettre en place des entraînements de préparation opérationnelle dans différents domaines, dans le domaine montagne grand froid, dans le domaine Azur, par exemple. En ce moment, 3 compagnies du bataillon sont au CENSUB, au centre d'entraînement en zone urbaine à Sissonne, et vont être évaluées la semaine prochaine. Je les rejoindrai dès samedi soir. Et dernier volet, c'est l'instruction. Chaque année, on forme entre 150 et 200 jeunes engagés qui rejoignent nos rangs. Et donc le chef du bureau opération instruction est garant aussi du bon déroulement de cette instruction initiale, mais également de l'instruction ultérieure. Et donc par instruction ultérieure, j'entends les formations, les stages de cursus de nos militaires du rang, la préparation au concours de nos militaires du rang qui souhaitent devenir officiers, qui souhaitent sinon être recrutés en tant que sous-officiers. Et également toutes les formations de spécialistes, former nos pilotes, nos tireurs de précision, nos opérateurs radio. Voilà, donc voilà ce que fait un chef du bureau opération instruction au quartier, au quotidien. Et quand on est déployé en opération, le chef du bureau opération instruction, c'est finalement là où au quartier on décrit l'intention du chef pour le bon fonctionnement de l'unité, le bon fonctionnement organique, sur le terrain, le chef a une intention tactique, a un objectif tactique, et donc nous on va être un petit peu le chef d'orchestre qui va permettre derrière de décliner une manœuvre, de proposer une manœuvre au chef de corps qui
permettent de réaliser les objectifs à atteindre. Comment ça se passe dans le cursus d'un officier qui sort de Saint-Cyr, qui arrive dans son régiment? Est-ce que le passage par ce poste est un peu obligé ou est-ce que c'est quelque chose d'assez commun de passer par ce poste-là? Par le poste de chef de bureau opération instruction. Alors, au moment où on passe le concours de l'école de guerre, on a différentes orientations de carrière possibles. Et si on est orienté dans une voie dite voie de commandement, si on a vocation plus tard à commander une unité, un bataillon de chasseurs alpins, par exemple, un des passages, des jalons importants, c'est le passage en tant que chef du bureau opération instruction. Et c'est effectivement très important. En ce qui me concerne, j'ai commandé une compagnie de combat entre 2015 et 2017. Donc ensuite, quelques années sont écoulées quand j'étais à Paris, quasiment 6 ans sont écoulés pendant que je servais en état-major parisien. Et donc ça permet de revenir aux affaires, de se reconnecter à la réalité des unités opérationnelles de l'armée de terre, tout en ayant aussi une vision extérieure, puisqu'on aura passé quelques années à l'extérieur, et donc finalement de préparer aussi le temps de commandement qui sera potentiellement le nôtre dans quelques années. Ouais, c'est une façon d'avoir une vision d'ensemble un peu parfois géopolitique aussi sur la question. Exactement, ça permet des fois d'apporter un peu de profondeur et d'élargir le champ de vision sur certaines questions, effectivement. Comment vous vous formez justement pour ça? Est-ce que j'imagine qu'il y a beaucoup de formations en interne, mais est-ce que à côté, sur votre temps libre, vous lisez, vous regardez des choses, vous allez assister peut-être à des séminaires, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses complémentaires. Déjà, une partie de notre formation vient aussi des endroits où on a pu servir. J'ai eu la chance de servir 3 ans au CPCO et donc forcément sur la culture opérationnelle et la vision un petit peu interarmée des différents engagements dans lesquels nous sommes, ça permet naturellement d'avoir une vision assez large. Ensuite, on a une formation au sein de l'école de guerre terre et de l'école de guerre interarmée qui nous permet justement d'avoir toutes les armes, les outils. Et après, chacun, effectivement, sur son temps libre, en fonction de ses lectures, de son expérience personnelle, va apporter aussi sa patte et se former personnellement. C'est quoi les qualités humaines, on va dire, qu'il faut pour bien faire cette mission-là, pour bien répondre à cette mission? Je dirais qu'il faut, comme partout comme sur n'importe quel poste de l'armée de terre, déjà, il ne faut pas avoir peur de commander, voilà, de faire des choix. Et comme on le dit souvent, choisir c'est renoncer. Aujourd'hui, on ne peut pas tout faire tout le temps avec tous les moyens rêvés. Donc il faut faire des choix. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des choix. Il faut, je pense, avoir aussi une bonne capacité, un bon esprit de synthèse, parce qu'il y a un nombre de paramètres pour chaque équation qui est extrêmement important. Et il faut être capable de synthétiser tout ça et d'en faire quelque chose qui soit à peu près digeste pour nos subordonnés et qui puisse ensuite mettre en œuvre de manière assez claire les objectifs, les entraînements qu'on leur demande de réaliser. Vous parlez d'entraînement, il y a les entraînements qu'on peut faire au niveau du régiment, mais aussi les entraînements avec les alliés qui se font de plus en plus fréquemment. On a l'impression avec l'OTAN qui remonte un peu en puissance au niveau international. Comment ça se matérialise pour votre régiment et sur ce que vous avez fait récemment? L'année 2024, le cycle 2023-2024 est un bon exemple justement de cette connexion importante avec nos alliés. Tout d'abord, déjà, de manière plus générale, la 27e brigade d'infanterie de montagne a de nombreux partenariats militaires opérationnels avec des partenaires qui sont d'ailleurs présents en nombre sur ce sommet international de Tour de montagne et qui ne sont pas que des alliés de l'OTAN. Je pense à nos alliés émiriens, enfin nos partenaires émiriens qui sont présents aujourd'hui. Je pense également aux Jordaniens, aux Marocains. Enfin, on a énormément de partenariats dans différentes zones du monde et également des partenariats avec des alliés de l'OTAN. Et donc en 2023, le 7e BCA a déployé un sous-GTIA en Californie au sein du centre d'excellence d'entraînement montagne du Marine Corps en Californie. Et pour un entraînement d'1 mois et demi, entraînement au combat montagne. Et c'était un échange extrêmement riche qui nous a permis de comparer nos modes de fonctionnement, nos principes tactiques et de faire un entraînement mutuel, pas seulement franco-américain, puisqu'il y avait également un détachement émirien qui était présent, qui s'entraînait avec les Marines sur cette séquence, mais également des Royal Marines britanniques qui étaient là. Et donc c'était l'occasion de partager les savoir-faire et de développer cette interopérabilité qui doit être travaillée en permanence. Autre exemple de déploiement, donc là on était vraiment dans le domaine montagne sur les Marines et plus dans le domaine grand froid, autre volet de la 27e BIM.
En février-mars 2024, le 7e BCA était leader sur l'exercice Nordic Response 2024. Et donc cet exercice était tout particulier puisque nous sommes tout d'abord déployés en Finlande auprès de nos partenaires finlandais. Nous sommes montés en puissance sur la base de Sodankila en Finlande. Donc nous avons perçu auprès des partenaires finlandais un certain nombre de véhicules articulés chenillés qui nous ont permis de vraiment générer tout le GTIA et de le véhiculer, de finaliser, faire une sorte de winter camp avec le matériel finlandais, à savoir les tentes qu'ils nous fournissaient, leurs véhicules, que nos soldats finalisent leur entraînement. Et ensuite, nous sommes montés 400 km plus au nord, en Norvège, pour réaliser l'exercice Nordic Response, qui était on jouait l'ennemi, donc de jouer une manœuvre de freinage sur des plateaux arctiques, bien au nord du cercle polaire, et ça c'était absolument passionnant. Et ça nous permettait non seulement de travailler nos savoir-faire spécifiques, mais aussi l'interopérabilité, puisque nous étions sous les ordres d'une brigade norvégienne, aux côtés d'un GTIA italien, d'un autre GTIA norvégien, et donc c'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. Quand vous dites que vous jouez l'ennemi, c'était le rôle de la forade ou c'était plus du plastron? Non, on jouait le rôle de la forade. On avait une vraie liberté d'action tactique. Le but c'était de gagner, quoi. Et le but c'est de gagner, effectivement. Ok. Et là, c'est vous qui avez participé activement du coup aux différents scénarios, aux différentes mises en œuvre de l'opération? Oui, tout à fait. Alors comme tout exercice, il y a des conventions d'exercice. Donc on avait un cadrage, on avait pour être assez synthétique, on avait des box dans lesquelles on savait ce qu'on avait le droit de faire. Mais quand je vous parle de box, c'est des box qui faisaient plusieurs dizaines de kilomètres par plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on avait vraiment de l'espace pour manœuvrer. Et puis ensuite, on a établi une manœuvre pour pouvoir freiner une offensive de l'OTAN qui cherchait à reprendre certains territoires. Et donc c'était extrêmement intéressant, et notamment on a pu travailler nos savoir-faire d'infanterie légère. Aujourd'hui, la brigade d'infanterie de montagne, c'est une brigade d'infanterie légère, c'est une brigade interarmes légère. Et donc on était opposé à une brigade mécanisée composé de régiments norvégiens et allemands. Et on a montré que en acceptant une certaine forme d'imbrication, ce qu'on appelle une défense d'usure, en allant chercher l'ennemi sur ses arrières, en se laissant dépasser, en tapant sur ses points d'articulation, savoir ses postes de commandement, ses plots logistiques, on a été capable de leur causer de lourdes pertes, et nous d'appliquer nos savoir-faire parce qu'on a une habitude de stationner, de durer et de combattre dans un milieu même extrêmement difficile. Et donc pour nous, c'était à la fois intéressant en termes d'entraînement et très satisfaisant parce que ça venait concrétiser et viabiliser certaines hypothèses d'engagement, certains scénarios d'entraînement qu'on a, et on s'est rendu compte que ce sur quoi on travaillait était viable et pouvait encore être même poussé peut-être un peu plus loin sur certains aspects. Oui, parce que là, on touche du doigt la réalité de la guerre en Europe qui va se jouer sur des territoires où la météo est justement très froide. Potentiellement, oui. Comment vous organisez justement ces exercices à la fois ici autour de Grenoble mais ensuite les exercices internationaux pour prendre en compte cette condition du froid, de la montagne, des reliefs, de la difficulté du relief? Alors on a la chance justement pour prendre en compte le froid, la montagne, les reliefs, on a tout le terrain de jeu à domicile. Et donc le 7e BCA profite des massifs environnants, donc toutes les semaines. Été comme hiver, vous avez des sections, des compagnies qui manœuvrent dans le massif de Beldôme, en Chartreuse, dans le Vercors, pour s'entraîner à ces différents savoir-faire. Mais on a également des postes de montagne dans le Briançonnais. Et aujourd'hui, notre base de rayonnement principale pour s'entraîner à ces savoir-faire montagne, grand froid, et en termes de combat notamment, c'est au col des Granons. On a un petit poste de montagne très, très rustique, et on a quelques chalets et qui nous servent de point d'appui. Et on y envoie très régulièrement des sections, des compagnies qui passent une semaine, 10 jours en autonomie et qui s'entraînent à y combattre dans des conditions de froid. Donc c'est à 2400 mètres d'altitude, donc en pleine saison hiver, en fonction des conditions météo, il y fait également très froid et ça peut être très venteux. Et donc là encore très récemment, pour l'exercice Quartz, la première compagnie y a passé 10 jours. Et sur les 10 jours, les membres de la compagnie ont fait du tir en neige, parce que nous avons des champs de tir temporaires en montagne. On fait du stationnement en igloo. On dormit dans des tentes chauffées comme les tentes qui peuvent être assez similaires à celles qu'ont nos camarades scandinaves.
On fait du combat, ce sont appareils de col, de point haut. On fait des sorties un peu plus techniques en ski de randonnée pour travailler les savoir-faire de mobilité également. Et donc c'est notre quotidien. En fait. On a la chance d'être au milieu d'un terrain de jeu qui nous permet de nous entraîner à tous ces savoir-faire. Et après, de les mettre en application, de les confronter, de les faire un petit peu évoluer quand on va chez nos camarades scandinaves, puisque la nivologie, la neige n'est pas exactement la même, le terrain n'est pas non plus exactement le même, donc il y a certains petits modes d'action qu'il faut adapter, mais on se rend compte le fond de sac est suffisamment solide pour que l'adaptation soit très rapide et qu'on soit d'emblée apte à combattre sur ces terrains. De ce que vous avez pu voir, des échanges avec différents alliés avec qui vous avez travaillé, est-ce qu'il y a des différences marquantes sur la conduite des opérations ou sur la planification de ces opérations en milieu froid, en montagne? Des différences. Il y a des différences, toujours pareil en termes de processus. Il y a certains pays qui ont des processus qui sont extrêmement proches des processus otaniens, mais qui sont des fois plus des processus de planification haute, que vraiment des processus d'élaboration tactique. Et après, dans la conduite, on est en revanche assez proche. Dans la conduite des opérations, on a des procédés d'exécution qui sont assez proches. Maintenant, le fait qu'il y ait des différences, c'est pas forcément un problème. Le tout, c'est de le savoir, de pas le découvrir sur le terrain. D'où l'intérêt de ces exercices pour travailler l'interopérabilité, connaître un petit peu nos différences d'approche. Et on se rend compte qu'on a des visions souvent après qui sont assez complémentaires et qui moyennant 1 ou 2 jours de rodage, finalement, fonctionnent et sont compatibles. C'est pour sûr qu'ils ne sont pas incompatibles. Donc il peut y avoir des petites différences, mais qui sont absolument pas rédhibitoires. Et après, sur le terrain, on a des modes d'action qui sont assez similaires, avec une véritable complémentarité. C'est-à-dire que pour travailler sur des terrains escarpés, très escarpés, dans des zones assez difficiles, notamment liées au terrain de jeu qui est le nôtre aujourd'hui dans les Alpes, je pense que la 27e BIM a une expertise extrêmement forte. Sur le domaine grand froid, on a également de très très bons savoir-faire. Maintenant, nos camarades scandinaves, qui je pense notamment à ceux avec qui nous avons échangé tout au nord de la Norvège, qui vivent là-bas toute l'année, développent encore d'autres types de savoir-faire avec des bataillons entiers motorisés sur motoneige qui vivent quasi exclusivement dans des caches ou dans des petites tentes. Ils ont tout sur leur motoneige. Et donc ça, c'est des procédés d'exécution que nous n'avons pas et qui seraient intéressants de creuser, de développer si un jour on devait être amené à être beaucoup plus souvent sur leur territoire. On sent que dans la sphère décisionnelle et puis aussi industrielle, là on est sur le salon des troupes de montagne à Grenoble, on sent que c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs prennent en considération, le renouveau. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de renouveau, mais le fait que le combat en montagne, le combat en milieu froid soit de nouveau à la mode, de par la situation géopolitique qui se densifie à l'Est. Est-ce qu'au niveau du régiment, vous ressentez ça aussi, dans le sens, vous parlez des jeunes qui font leur classe ou qui font leur FTS au régiment. Oui. Est-ce que ça vient rentrer en ligne de compte dans la formation des jeunes recrues ou des anciens qui voient différemment peut-être leur métier aujourd'hui? Alors c'est oui et non. C'est non parce que c'est un entraînement au milieu qu'on n'a jamais arrêté de faire. Dans les troupes de montagne, on n'a jamais cessé de former nos soldats et nos cadres en montagne estivale, donc plutôt la montagne estivale, on va être sur une dominante, on va dire, de verticalité, d'être capable d'aller franchir des zones, de passer dans des équipements de passage, de monter des équipements de passage dans des zones escarpées où d'autres ne pourraient pas passer. Et l'hiver, sur la dominante froid et progression sur tout type de milieu, tout type de revêtement, par des conditions très froides. Donc ça, on n'a jamais arrêté de le faire. Donc en soi, il n'y a pas d'évolution notoire. Après, on donne peut-être certaines inflexions à ce qu'on pouvait faire et je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on travaille beaucoup plus avec des poulkas à travailler très chargés pour pouvoir rester très longtemps, faire plus de stationnement, donc peut-être notamment, je pense à la montagne hivernale, aller vers une dominante un peu moins technique dans les entraînements qu'on va faire, avec peut-être un peu moins de dénivelé, des pentes un peu moins raides, mais en revanche des hommes qui vont être plus chargés, qui vont être en totale autonomie, avec les tentes dans les poulkas et qui vont stationner, qui vont rester sur le terrain beaucoup plus dans la durée, en mesure de combattre. Voilà. C'est des petites inflexions qui sont données pour s'adapter, être au plus proche de la vérité. Ouais. Apporter peut-être plus de rusticité aussi. Quand on voit les combats qui se font vraiment sous forme de tranchées aujourd'hui oui. en Ukraine, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est visé peut-être? Oui, tout à fait. Ça on s'y adapte. Et d'ailleurs, on a une zone de tranchée qui a été
réalisé il y a quelques semaines, quelques mois par le 2e régiment étranger de génie, hein, le régiment de génie de la 27e BIM, sur le camp de Chambaran, le camp du 7e BCA qui est en Isère. Et donc on s'adapte, on prend en compte tous ces retours d'expérience pour s'adapter, adapter notre entraînement, être au plus proche des rétextes qu'on peut lire et puis se préparer à toutes les options. D'ailleurs, on renvoie les auditeurs sur l'interview qui est sortie récemment sur le podcast avec le chef de corps de 2e reg et puis le commandant aussi de la brigade de montagne qui parlait pas mal de ça. Est-ce qu'il y a peut-être une anecdote ou quelque chose qui vous vient en tête en lien avec le combat montagne ou les différentes missions sur lesquelles vous avez pu être déployé ou les exercices auxquels vous avez participé, que vous aimeriez partager, qui fait état justement de ce rôle du soldat de montagne dans cet environnement-là? Si je vais partager une anecdote, il y a donc 1 an et demi, j'étais justement en Californie avec le sous-GTA qui s'entraînait avec les Marines sur le combat montagne. Et donc les Marines sont aussi une très grande rusticité. Enfin, on le voit, ils ont des soldats qui sont extrêmement rustiques, extrêmement endurants et qui sont capables de combattre longtemps et bien sur des terrains très difficiles. Et donc moi, au sein de cette manœuvre-là, donc on avait tout un bataillon de Marines avec de mémoire, il devait y avoir 4 compagnies de combat déployées et puis un petit poste de commandement. Et donc moi j'étais inséré français au sein de ce poste de commandement des Marines, et finalement une sorte de détaché de liaison français pour être garant du bon emploi de la compagnie française qui était une des compagnies aux ordres du commandement de bataillon des Marines. Et l'immense satisfaction que je pouvais avoir vu du poste de commandement, et d'ailleurs le chef du bataillon de Marines me le confiait, c'est que son pion de mobilité, nos gars n'étaient pas plus rustiques, moins rustiques que les Marines. Je pense qu'on était sur un pied d'égalité à ce niveau-là. En revanche, le pion mobile qui était capable d'aller plus vite que les autres sur les lignes de crête, qui était capable d'aller bousculer l'ennemi et qui a été capable dans l'exercice notamment d'aller saisir une opportunité à un moment où il y avait un brouillard à couper au couteau, qu'on n'y voyait vraiment plus rien, que les conditions étaient très difficiles, et c'est la compagnie française qui a pu relancer l'action très rapidement parce qu'on a la chance d'avoir des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont, comme on le dit dans les chasseurs, qui pigent et qui galopent. Et ils ont été capables de relancer l'action de manière formidable. Et quand le chef de bataillon de Marines vous confie que ce qu'a fait la compagnie française, aucune de ces compagnies n'était capable de le faire aussi rapidement et aussi efficacement. Et c'est d'ailleurs ce qui, après, notre notion d'effet majeur, a permis ensuite de dérouler tout le reste de la manœuvre et de l'emporter. C'était un grand moment de satisfaction. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné peut-être dans votre carrière qui vous a particulièrement aidé, qui était peut-être un déclic sur certaines choses, peut-être une clé de compréhension et qui vous a permis de progresser et que vous aimeriez repartager avec quelqu'un ici? Ouais, ça peut paraître un peu trivial, mais je me rends compte que c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai plus on va monter, plus on monte en responsabilité, plus on peut avoir des idées qui nous semblent assez claires, des choses qui nous semblent assez évidentes et qui finalement ne sont pas pour tout le monde. Et j'ai un de mes premiers chefs qui disait souvent tout ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Et donc ça, c'est un adage que je répète souvent à mes subordonnés, qui les fait un peu sourire aussi. Mais parfois, on a des choses qui vont nous sembler évidentes, et donc on va pas en parler. Et finalement, il vaut mieux répéter même certaines banalités, et toujours bien cadrer ce qu'on demande pour être certain que. Après, d'ailleurs, c'est le garant de la subsidiarité. C'est définir exactement ce qu'on pense, quelles sont nos limites droites, nos limites gauches, et la façon dont on souhaite que le problème soit réglé, pour qu'ensuite, après, les gens aient une véritable liberté de manœuvre et puissent décliner leur niveau, et que nous, en tant que chef, on puisse passer à autre chose de manière très sereine, sans être dans la conduite permanente. Parce que le risque, c'est d'être trop imprécis dans les directives qu'on donne au début, et finalement on n'est jamais satisfait de ce qu'on voit, donc on reste dans cette conduite, et on est toujours en train d'adapter ce qui est en train d'être fait par nos subordonnés, sans véritablement pouvoir se projeter et déjà être sur le coup d'après. Parce que notre rôle de chef, finalement, c'est de donner l'impulsion et surtout d'anticiper le coup d'après. Ouais, j'imagine surtout en montagne, où la communication est importante, encore plus, ouais. Où il y a beaucoup plus de risques environnementaux. Et complètement, encore plus en montagne, même si, aujourd'hui, c'est pour ça que cette préparation de nos jeunes cadres à cette trame de compétences montagne, ce qui fait qu'aujourd'hui, la 27e BIM pratique énormément la montagne et le combat en montagne, avec une accidentologie somme toute très faible, c'est parce qu'on a une trame de sécurité montagne avec des jeunes chasseurs qui sont formés BAM, BSM, brevet d'alpiniste et de skieur militaire,
Et ensuite, des chefs d'équipe de haute montagne, donc c'est des militaires du rang ou des jeunes sous-officiers qui sont chefs de cordée ou brevets de qualification de troupes de montagne. Et ensuite, moyennant une certaine expérience, un certain entraînement, ils peuvent passer le brevet de chef de détachement de haute montagne. Et puis ensuite, les meilleurs, les plus performants deviennent experts et c'est eux qui vont former les chefs de détachement de haute montagne. Toute cette trame de sécurité, elle permet cette pratique et toute cette préparation de ces sorties montagne, de cette pratique, qu'elle soit technique ou tactique de la montagne, s'apparente à la préparation d'une mission opérationnelle. Et donc ça derrière, ça définit une culture opérationnelle. Et surtout, en montagne, le chef de détachement, il ne pourra jamais être partout. Donc il doit être là où il estime être à la meilleure place pour être le garant de la sécurité ou de l'anticipation ou des deux en fonction de la situation. Mais ça impose de donner des directives, des ordres clairs à ces chefs de cordée, à ces qualifs qu'on dit, à ces brevets qualifications de troupes de montagne, pour qu'eux aient toute l'autonomie qui va bien, toute la latitude qui va bien, pour ensuite faire progresser le détachement en sécurité, là où le chef de détachement n'est pas. Donc oui, c'est tout à fait lié. En parlant de combat montagne, est-ce qu'il y a quelque part des nouveautés aussi liées à l'industrie de ce qui se passe aujourd'hui, et ce qu'on voit beaucoup aussi sur le conflit à l'Est en Ukraine avec une grosse dominance du drone, est-ce que ça s'applique aussi pour vous en combat montagne? Oui, tout à fait. C'était l'objet d'ailleurs d'une conférence que j'ai animée hier sur l'emploi des drones en montagne et au profit du combat montagne. C'est un élément sur lequel on travaille énormément depuis bientôt 2 ans. Et aujourd'hui, le drone, la plus-value du drone, alors je parle là vraiment en tant que fantassin, je vais parler de nano, de micro-drones, d'observation déjà dans un premier temps. Après, tout ce qu'on dit munitions téléopérées ou autres, ce sera encore un autre sujet, mais qui permettra aussi d'apporter d'autres choses. Mais ces nano et micro-drones d'observation, c'est pour être un peu trivial, c'est finalement des jumelles déportées et ça nous permet d'aller voir, d'aller observer là où on ne peut pas observer naturellement, où là il est très difficile d'aller. Et donc en montagne, qui est une zone encore plus compartimentée que d'autres, ces drones apportent une plus-value énorme, à la fois pour le renseignement sur l'ennemi, mais également sur le terrain, parce que ça va nous permettre d'identifier parfois une zone qui peut être une zone dangereuse d'avalanche. Si on doit traverser un glacier, de repérer le cheminement le plus direct, le plus le plus sûr entre les crevasses, d'aller voir l'endroit où on doit poser un équipement de passage et déjà de gagner du temps sur le repérage. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain de sérénité. Pour autant, le milieu montagneux a des contraintes sur l'emploi des drones, des contraintes qui sont assez peu limitantes, comme l'altitude. Finalement, on se rend compte qu'en altitude, avec des micro-drones, on peut faire aujourd'hui avec des drones du commerce pas mal de choses. Le vent à proximité des reliefs ou des cols va parfois être limitant. Puis après on a surtout le froid qui va considérablement impacter la capacité des drones. On peut diviser par 2 voire par 3 l'autonomie. Donc là derrière nous c'est des sujets sur lesquels on travaille avec les industriels pour trouver des solutions, soit sur le drone en lui-même, soit sur tout l'environnement qui va l'accompagner pour essayer d'augmenter cette autonomie. Sur tous les phénomènes de givrage qu'on va voir sur les pales aussi qui peuvent amener le drone au sol. Et surtout, le principal problème aujourd'hui, ce sont les masques. C'est qu'aujourd'hui, tous les drones que vous pouvez trouver dans la catégorie que j'ai citée, nano et micro-drones, c'est ce qu'on appelle du line of sight. C'est-à-dire qu'il faut une ligne directe entre la télécommande et le drone. Et donc, ce drone aujourd'hui ne permet pas d'aller voir derrière un masque, derrière un mouvement de terrain, et de revenir. Et donc là, on essaye de travailler, de trouver des solutions à partir soit de drones relais, soit peut-être de solutions filaires ou fibre optique pour essayer de combattre un petit peu ces difficultés. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Et qui aujourd'hui, s'il nous apporte, si on résout ces problèmes-là, nous apportera en termes d'observation, et demain nous apportera peut-être aussi en termes d'effets cinétiques qu'on pourra apporter sur l'ennemi. Et dernier sujet sur les drones, c'est les drones de ravitaillement, les drones mules, parce que on a régulièrement, dans le cadre d'une mission défensive, on peut avoir un groupe isolé sur un col pendant plusieurs jours, qui va avoir besoin de batterie pour ses moyens de communication, qui va avoir besoin de munitions, qui va avoir besoin de nourriture. Et le fait de devoir soit lui faire des allers-retours pour se ravitailler, soit envoyer du monde, on va consommer du potentiel humain, on va créer des indiscrétions qui peuvent être décelées par l'ennemi, là où un drone mule capable de porter de l'ordre de plusieurs dizaines de kilos pourra leur apporter du ravitaillement. Et ça, c'est également un sujet sur lequel, au sein de la brigade, on travaille pour pouvoir avancer et essayer d'avoir des moyens de ravitaillement autonomes, enfin quand je dis autonome, en autonomie au sein de la brigade, qui soient intéressants. Ça se fait au niveau de la brigade ou au niveau du régiment? C'est quoi la marge de manœuvre que vous avez au sein du 7e BCA alors ça se fait un petit peu des deux. Aujourd'hui, il y a une très grande proximité entre toutes les unités de la brigade. Et donc il y a des initiatives par bataillon, par régiment qui sont prises et qu'on partage entre nous pour avancer. Je sais que par exemple
au 27e BCA. Ils travaillent beaucoup sur de la labellisation IA pour essayer sur des drones justement d'avoir un meilleur repérage. Aujourd'hui, une des limitations de l'emploi des drones, enfin une limitation, on emploie les drones, mais finalement le facteur limitant, ça va être la capacité du télépilote à interpréter ce qu'il voit, ou son chef d'équipe d'interpréter l'image. Et donc si demain on a une assistance par l'IA, ça va permettre, donc je sais que au sein du 27, ils travaillent un petit peu, ils travaillent sur le sujet. Quasiment tous les bataillons essayent de travailler aussi sur les drones FPV pour pouvoir s'affranchir d'un brouillage GPS, pour pouvoir aussi avoir des drones qu'on puisse réparer nous-mêmes, notamment en montagne quand la logistique est limitée, si on a des casques, qu'on puisse les réparer nous-mêmes. Voilà, donc différentes initiatives par unité sur ces choses-là. Et donc nous, au 7e BCA, on a nos commandos qui travaillent justement sur les drones FPV, sur des drones qu'on peut réparer, qu'on peut fabriquer pour avancer sur ces sujets. Et la brigade essaye de mettre tout ça en cohérence quand la brigade entend qu'un sujet est porté à tel endroit, et on met en relation les gens. Et en propre, c'est plutôt l'état-major de la brigade qui porte ce projet de drone mule, justement de drone ravitaillement, et qui essaye de trouver des solutions au travers de l'OSV brigade notamment pour avancer. Oui, on a pu voir les images impressionnantes des drones chinois qui étaient capables de larguer du matériel à disposition des troupes un peu plus au front. Ah, exactement, oui. Impressionnant, ouais. On en est loin encore en France de ça ou pas, sur les unités opérationnelles, on va dire? Il y a pour l'instant, sur les unités opérationnelles de l'armée de terre, on n'en est pas là, on ne fait pas ça pour l'instant. Il y a des études qui sont en cours, je sais qu'il y a différentes initiatives qui ont pu avancer encore en point à point avec certains industriels. Il y a des logiques aujourd'hui, des problématiques de certification du matériel. Typiquement, tout le matériel chinois que vous citez, c'est du matériel, en plus comme on est de l'ordre de plusieurs dizaines de kilos. On ne peut pas négliger l'impact en termes de sécurité aérienne que ça peut avoir, et donc il y a des problèmes de certification, il y a des problèmes de formation, des problématiques de formation des pilotes aujourd'hui, donc qui freinent un petit peu tout cela, mais je sais que les choses avancent, et justement au travers de la conférence que j'ai faite hier, et c'est tout l'intérêt de ces sommets, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir après, que ce soit des industriels ou des personnes militaires qui portent des projets sur ce sujet-là, et qui ont déjà avancé, et on est en train de se mettre en relation pour accélérer encore un petit peu le processus. Très intéressant, je pense que ça intéressera les industriels qui nous écoutent. Oui. Ça aura peut-être des idées. Merci, mon colonel, pour cet échange. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.